Si vous avez vu la fin de ma dernière vidéo, je vous ai laissé sur une annonce du décès de Newton. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer plus en détail tout ce qui s'est passé en fait, puisque là ça fait un petit moment, donc j'ai pu digérer les événements, on va dire. Je vais donc parler de fin de vie d'un chien, donc je pense que ça peut être un sujet sensible pour certains d'entre vous. Donc je vais mettre un timecode maintenant, de toute façon vous avez toujours les chapitres. Passer à la partie 2 où ça sera beaucoup plus positif et où je vais vous dire ce qui arrive sur la chaîne puisque il y a des nouveautés, plus particulièrement des nouveaux arrivants. Donc, pour Newton, c'était un jour de semaine classique. Moi, le matin, je vais le promener. Ce jour-là, il était un peu plus fatigué que d'habitude. Il était un peu plus ensuqué, mais ça ne nous a pas inquiété plus que ça, puisqu'il avait tendance de toute façon à se lever tard et à traîner au lit. Dès que je lui ai proposé d'aller promener, il s'est levé, il était tout foufou, tout content, il avait trop hâte d'y aller. Donc, on allait promener. La balade s'est déroulée sans aucun souci. Il gambadait, il était plein d'énergie. Au niveau digestion, aucun problème, il n'a pas vomi, quoi que ce soit. Tout va bien, c'était vraiment un jour classique. Donc je rentre à la maison après la balade et là il va s'allonger et il dort quoi. En mode on dirait qu'il était épuisé alors que pendant la balade j'étais tout pimpant, je le sentais pas épuisé quoi. Vous voyez, mais en rentrant c'est comme s'il avait eu un contre-coup et il allait s'allonger et il dormait. Donc encore une fois on s'est pas trop inquiété parce qu'on s'est dit bah wow, il est fatigué, voilà on va le laisser dormir tranquille. Il avait pas de signes alarmants ou quoi que ce soit, juste il voulait dormir. Donc ok, il s'est passé un peu de temps, vient midi, je lui fais sa gamelle et je lui propose sa gamelle. Et là, il me regarde et il veut dormir, quoi. Enfin, il s'en fout de la gamelle. Donc là, je me suis dit, c'est bizarre. D'habitude, il refuse jamais la gamelle. Mais bon, il était vraiment en mode, je fais dodo, quoi. Je suis fatiguée, laissez-moi dormir, quoi. Du coup, je lui laisse la gamelle à côté de lui si jamais il se réveille après, il a faim. Et nous, on part vaquer à nos occupations. Mon conjoint, en fait, était en télétravail ce jour-là. Donc, heureusement, j'ai pas eu à gérer ça toute seule. Donc, lui, il a repris le boulot. Et moi aussi, puisque je suis freelance, mais je peux faire mes propres horaires. Donc, c'est pour ça que je pouvais le promener le matin. Et là, alors ça devait être vers 14h, il se lève et il vient dans le bureau avec nous. Et il s'allonge. Et là, il se met à respirer fort. Il se met à respirer très fort, en fait, comme s'il haletait, comme s'il faisait très chaud, vous voyez, comme s'il faisait 30 degrés, alors qu'en fait, les températures commençaient à baisser, mais il faisait quand même au moins 10 ou 15 dehors. Mais nous, on était en pull, quoi, dedans, hein. On n'était pas en t-shirt, donc on s'est dit, bon, c'est bizarre. Après, on s'est dit, peut-être qu'il avait chaud parce qu'il était devant la baie vitrée et il y avait le soleil dans la baie vitrée, donc il avait le soleil sur lui. Du coup, j'ai baissé les volets pour pas qu'il ait le soleil dessus. Il continuait d'haleter et tout, donc là, on s'est dit, non, là, c'est bizarre. Et là, il a essayé de se lever, et en se levant, il était tout chancelant. Et après, en fait, il est tombé par terre, quoi. Il s'est allongé et il s'est fait pipi dessus. Et il avait l'air totalement désorienté à l'ouest et tout. Donc là, on a appelé direct la clinique vétérinaire la plus proche. On leur a expliqué ce qu'il a. Et ils nous ont dit, venez tout de suite. Donc on a été soulagés. On s'est dit, mais ils n'auront pas de disponibilité. Comment on va faire et tout. Faut qu'on aille super loin pour les urgences et tout machin. Mais non, ils nous ont pris. Et c'est une clinique qui est à moins de 10 minutes. Là, on a réussi à le faire venir parce que bon, il pesait 55 kilos, hein, donc pas facile de le porter. On a pu l'inciter en fait en l'appelant. Il a bien voulu nous suivre en chancelant jusqu'à la voiture. Ensuite, là, on l'a porté pour le mettre dans la voiture. Et ensuite, on est allé à la clinique. Donc une fois à la clinique, il voulait pas du tout sortir de la voiture, il a vraiment fallu le pousser en fait jusqu'à ce qu'il sorte quoi. Et là pareil, il a réussi à être sur ses pattes, il a chancelé jusqu'à la salle d'auscultation et là il s'est allongé par terre et du coup la véto lui a fait une échographie. Au début quand elle l'a vu comme ça, il a haleté, il respirait fort, ça dit ça doit être cardiaque, ça peut être pulmonaire. Elle a fait une échographie, elle a rien vu à l'échographie et du coup elle nous a conseillé de lui faire une prise de sang parce que ça permettra vraiment de donner beaucoup plus d'informations. Du coup elle a fait la prise de sang et à la prise de sang, elle a découvert en fait que les marqueurs qui sont reliés en fait à une inflammation du corps étaient explosés en fait, c'était au plafond maximal et elle nous a donc dit que c'était très souvent signe d'une tumeur et souvent d'une tumeur qui est en stade métastasé quoi dans tout le corps, hein. Du coup le corps est en inflammation totale et surtout elle a dit, et ça c'est un point extrêmement important dans l'histoire, c'est qu'elle avait aussi tâté donc ses ganglions. Il y a des ganglions comme nous, hein, entre l'épaule et le cou. Il y a des ganglions aussi sous les aisselles et il y a des ganglions à l'arrière de la cuisse. Et elle les a tous tâtés et elle disait ils sont très 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 gros. Et elle nous dit en général sur un vieux chien, des gros ganglions comme ça, c'est extrêmement mauvais signe. Enfin voilà, on sait déjà qu'il est sur la fin. Et donc pourquoi je vous dis ça ? Parce que avant de l'adopter au refuge, il a eu une visite médicale et sur le papier de la visite médicale, il y avait écrit ganglion
ganglions anormalement gros, à surveiller qu'ils ne grossissent pas. Mais dans la même phrase, il y avait écrit aucune anomalie, quoi. En gros, donc, il disait juste surveiller les ganglions. Cette feuille-là, en fait, ils nous l'ont passée en mode voilà, tenez, tout va bien, ils n'ont pas remarqué de choses importantes, en fait, lors de la visite. Il est en bonne santé, voilà. Donc, nous, on a quand même pris le papier, on l'a quand même lu, hein. Et là, on a vu ganglions. Et moi, j'ai posé la question, j'ai dit, mais les ganglions, enfin, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ils sont gonflés et tout? Et là, la personne du refuge nous a dit oh, ça peut arriver, ça peut être une maladie, ça peut être une petite inflammation. Enfin voilà, elle nous a rassurés, quoi. Et elle a dit c'est à surveiller. Donc, dans 1 an, quand vous lui ferez les vaccins, vous contrôlez avec le vétérinaire que ça n'ait pas grossi. Donc, nous, on était en mode ok, ben, on va surveiller, voilà. Mais à aucun moment, on nous a dit qu'il allait mourir, en fait, alors que c'est le cas. Des ganglions comme ça, ils grossissent pas en un jour, hein. Donc ils étaient déjà gros comme ça quand le vétérinaire du refuge avait regardé. Et la vétérinaire nous a clairement dit ah non mais quand on voit ça c'est déjà trop tard quoi, c'est déjà la fin. Donc c'était écrit noir sur blanc, hein, donc le refuge, le veto du refuge a su qu'il avait ces ganglions là, hein, c'était pas une surprise. Moi j'ai lu le papier. Et j'ai quand même creusé, j'ai dit, ah bon? Moi je savais pas que des ganglions gros chez un gros chien, ça voulait dire qu'il était sur la fin, hein, puisque j'ai jamais eu ça chez mes vieux chiens, ils ont jamais eu de tumeur, de cancer, donc je ne savais pas que c'était associé à ça. Moi je me disais à ce moment-là qu'il avait peut-être une maladie, il a eu peut-être quelque chose qui peut se soigner avec des médicaments, quoi. Je me disais pas que c'était qu'il était sur la fin de vie. Mais eux, ils savaient forcément, ils ont des tonnes de vieux chiens, ils ont vécu plein de décès de vieux chiens, en fait, qui sont morts là-bas. Il y avait un veto avec eux qui a fait cette visite. Donc à un moment donné, il y a quelqu'un qui l'a su. Mais comme c'est une grosse structure et qu'ils se parlent pas entre eux, qu'ils savent rien sur les chiens, et ben du coup il y a quelqu'un qui a dû le savoir, il a pas noté, du coup les autres ils savent pas, et donc la personne qui nous a fait le dossier, et ben elle savait pas, et du coup ils nous l'ont pas dit. Voilà. Mais c'est pour ça que je suis énervée. Je suis énervée contre ces grosses structures finalement qui ne connaissent pas leurs chiens. Je sais que c'est pas leur faute, hein. C'est pas leur faute, c'est parce qu'ils sont en sous-effectif et qu'il y a trop de chiens parce qu'il y a trop d'abandon. Je le sais. Mais dans les faits, moi j'ai perdu mon chien alors que je m'attendais à ce qu'il vive au moins 1 an et puis qu'après sa santé décline quoi. Et donc forcément j'ai fait des projets avec cet été, le printemps avec lui et tout, j'ai fait des projets avec les poules et tout, qu'il faudra l'éduquer là-dessus, que c'était hyper positif avec les chèvres, que ça se passait super bien, enfin voilà, j'étais moi dans ça, j'étais pas du tout en train de me dire qu'il était sur la fin au moment où j'étais en train d'interagir avec lui, en fait il était déjà en train de donner sa dernière énergie de vie en fait pour vivre avec nous. Bref, donc du coup, là, cette histoire des ganglions. Et donc là, elle nous a dit, bon, là, de toute façon, il n'y a rien à faire. Si on veut savoir où est la tumeur, faudrait faire des radios, etc. Mais dans tous les cas, vu son âge, vu son état, il n'y aurait rien à faire. Là, il faut l'accompagner en fin de vie, quoi. Du coup, elle nous a dit, donc, cortisone pour réduire l'inflammation. Elle lui fait une grosse injection de cortisone le jour même et nous ensuite on prend le relais avec des comprimés à lui donner tous les jours pour réduire son inflammation et éviter qu'il fasse des crises respiratoires, etc. qui sont liées à cette inflammation, quoi. Du coup on était en mode bon bah ok, on va tester ça. Et pareil là, on savait que c'était l'accompagnement de fin de vie et que c'était pour réduire ses souffrances jusqu'à ce qu'il décède, mais nous on s'attendait à ce que la cortisone marche. Même si ça allait pas être miraculeux, on s'est dit bon on va peut-être gagner, je sais pas moi, un mois, peut-être un mois, quelques semaines, enfin voilà, un petit peu de temps avec lui. Donc elle a fait cette injection, il était encore tout à l'ouest, on l'a ramené dans la voiture, on l'a ramené à la maison. À la maison, il allait s'allonger et on a attendu. J'avais posé la question, ça prend combien de temps à agir cette piqûre? Elle nous dit environ 1 ou 2 heures, il devrait se sentir mieux. 1 ou 2 heures plus tard, il était toujours au fond du trou. Il respirait moins fort, il respirait plutôt normalement, mais il est allongé, puis il réagit pas quand on lui parle, il veut pas manger. On a essayé de lui donner de la saucisse, du poulet, il s'en fout, alors qu'il nous aurait bouffé les doigts pour manger ça habituellement. Donc là, moi, je me suis dit, non, mais en fait, un chien qui ne veut plus manger, c'est un chien qui ne veut plus vivre, en fait, hein, clairement. Donc on a attendu, bon, avec espoir que l'injection fasse effet, qu'il se sente un peu mieux, mais ça n'a eu absolument aucun effet, en fait, hein. Et au bout d'un moment il s'est même fait caca dessus alors qu'il était allongé, donc là on s'est dit c'est pas possible quoi, hein. Du coup ce qu'on a décidé c'est que le lendemain à la première heure on appelle la même clinique et on leur dit qu'il faut une euthanasie d'urgence parce que là y a rien qui marche et ça se voit qu'il veut plus vivre quoi. Donc il a réussi à dormir cette nuit là parce qu'on l'entendait ronfler, mais après le lendemain matin, donc juste avant qu'on aille à la clinique, donc on a appelé le lendemain, ils ont pu nous placer un créneau 1 heure après l'ouverture, donc à 9h, et donc on se préparait à y aller. Avant qu'on y aille, en fait, il a commencé à se lever, il a voulu aller devant la baie vitrée, on s'est dit peut-être qu'il veut sortir, peut-être qu'il veut faire pipi. On lui a ouvert. C'était l'un des premiers jours où il a commencé à faire 1 degré dehors là, hein. Donc là, il faisait 1 degré et il a commencé à tituber dehors et il allait s'allonger au pied de la haie et il est resté allongé au fond du jardin, quoi. Là, je me suis dit, là, il nous fait
comme un animal sauvage qui va se cacher pour mourir, quoi, très clairement. Du coup, là, je me suis dit, mais là, en fait, à ce moment-là, si j'avais un doute sur le fait de l'amener, eh bien, je n'ai plus eu de doute. Donc là, il était au fond du jardin, donc devant la haie. Et là est venu le problème de son gabarit, puisqu'il pesait 55 kilos et il fallait le déplacer. Et là, il ne voulait plus se lever. Alors vraiment, il se levait plus. C'était pas possible. Du coup, on s'est inventé un système. On est allé prendre un drap. On a étendu le drap devant lui, donc dans la pelouse devant lui. On l'a déplacé au niveau du sol pour qu'il s'allonge dans le drap. Et une fois allongé dans le drap, on a chacun porté une extrémité du drap. Il était comme dans un hamac en fait, et on l'a transporté comme ça. Je pense que c'était la meilleure façon de le transporter. Et on l'a mis comme ça dans le coffre, donc allongé dans le coffre. Et comme ça, il avait toujours le drap sous lui pour que chez le vétérinaire, on puisse encore le déplacer jusqu'au veto, quoi. Et donc, arrivé là-bas, on est tombé sur une autre vétérinaire que celle de la veille. Donc pareil, elle a tâté ses ganglions, elle nous a posé des questions, etc. Et là, elle a dit, dès qu'elle a vu les ganglions, elle a dit elle aussi. Alors quand on tâte, en fait, quand on voit des ganglions comme ça, en général, il n'a pas plus de quelques semaines à vivre. Donc là, j'ai vraiment eu ma confirmation que le refuge savait qu'il avait que quelques semaines, puisqu'ils ont également remarqué les ganglions. Voilà, donc ça m'a énervée, Donc elle nous a dit que le fait de l'euthanasier, là, c'était la chose à faire, parce que là, il souffrait. Elle nous a demandé du coup s'il y avait des signes et tout. Et nous, pendant du coup les 1 mois où on l'a eu, il n'a eu absolument aucun signe en fait. Il n'a pas eu de crise respiratoire, il n'a jamais vomi, eu des problèmes digestifs, il n'a jamais eu de la toux, il n'a jamais rien eu du tout. Et surtout, il était toujours plein d'énergie en fait quand il était question d'aller en balade. Comme je l'avais expliqué dans sa vidéo de présentation, en fait, si j'allais pas le balader, il couinait tellement il avait envie d'aller de sortir et tout. Et en fait, à partir du moment où on l'a ramené chez nous, il était déjà en fait sur le point de mourir. Et en fait, il a tout donné pour vivre en fait, avant la fin. Parce que ça faisait 2 ans qu'il était au refuge, donc il était dans son box là. Et sur ces derniers instants, même s'il était déjà en train de défaillir, il a tout donné, il a rien laissé paraître, il a juste voulu vivre en fait. Et donc pour ça, je suis très contente parce qu'au moins, il a vraiment vécu, juste avant de mourir, il a vraiment vécu une vraie vie en fait où il a été choyé, même si ça a duré peu de temps. On l'a promené tous les jours, on lui a fait des giga balades. Moi j'étais tout le temps à la maison, donc il a jamais été tout seul, il était tout le temps câliné. Et ensuite, on était avec lui jusqu'à la fin de vie. On a abrégé ses souffrances, on était avec lui. Et c'est la meilleure chose qu'on ait pu lui offrir parce que là, je peux vous dire que si on l'avait pas adopté à cet instant précis, il serait mort au refuge en fait. Donc il aurait eu ses crises tout seul dans son box là. Si ça arrivait pendant la nuit, personne ne l'aurait remarqué. Donc il aurait juste... il faisait 1 degré dehors. Donc en fait, il serait resté là. Il serait mort dans son box à sous 1 degré là dans le refuge. Donc pour ça, je suis extrêmement contente d'avoir pu lui offrir une vraie fin de vie au chaud, où il a été choyé et aimé, mais ça n'enlève pas la douleur de sa perte. Moi, j'ai vécu pas mal de deuil d'animaux, parce que j'en ai eu toute ma vie, et notamment, j'ai vécu le deuil d'un chien et d'un chat qu'on a eu tous les deux pendant 14-15 ans, en fait. Quand on a un animal depuis longtemps, le fait de se remettre de sa perte, c'est plus long. Par contre, le deuil en lui-même, du jour du départ, c'est pareil, c'est la même intensité, que vous ayez eu le chien depuis 10 ans, que vous l'ayez eu depuis 2 semaines en fait. C'est la même douleur sur le moment. Ça, c'est ce que j'ai pu remarquer. Donc, c'est pas plus facile si le chien vient d'arriver. Voilà. Il faut que je me mouche. Donc voilà, je pensais pas que je craquerais, mais le fait d'en reparler, ça me refait craquer là. Comme ça, après, j'en reparlerai plus. En tout cas, je parlerai plus de la fin de vie. Moi, je pense que c'est important que je vous donne mon récit parce que c'est super dur en fait quand ça arrive. Surtout quand ça arrive comme ça d'une manière aussi soudaine. Il n'y a eu aucun signe annonciateur. Moi, je m'attendais à ce que pendant au moins 6 mois, tout se passe bien et tout, et peut-être qu'à partir de 6 mois, 1 an, ça y est, sa santé commence à décliner, et que on va commencer à voir ce qu'on peut faire pour l'accompagner jusqu'à la fin, mais parce que souvent ça arrive comme ça, finalement, il commence à avoir des défaillances, par exemple, il commence à être de temps en temps incontinent, ou des fois, ça se voit qu'il a du mal à se lever parce qu'il a des douleurs articulaires, enfin, vous voyez, il y a souvent ces signes-là chez les vieux chiens, et pas quelque chose de foudroyant comme nous, on a eu, mais c'est bien parce qu'il a tout donné pour vivre normalement, en fait, jusqu'à son dernier souffle, parce que je pense qu'il a eu une résilience et une envie de vivre qui était énorme, parce que la seule chose qu'il a arrêté et qu'il a fait en fait ne plus avoir envie de continuer, c'est vraiment son corps qui était au bout, genre vraiment à la fin.
Et c'est pour ça qu'il n'a pas eu tous ces signes. Peut-être qu'il avait déjà des petites douleurs articulaires. Il devait avoir en fait toutes les douleurs de vieux chiens en fait, mais il ne les montrait pas et il passait outre. Et puis aussi un amour sur la fin, parce que c'est un gros chien avec une grosse mâchoire. On peut avoir peur, on peut se dire mais s'il a mal, si on lui fait mal, est-ce qu'il va pas essayer de nous mordre, etc. Mais pas du tout. Pas du tout, un amour de gros chien. Il a été adorable avec tous les soignants, avec nous. À aucun moment il a grogné ou fait mine de faire quoi que ce soit. Juste il nous regardait, voilà. Du coup, comme vous pouvez le voir, je m'en suis pas vraiment remise encore, hein, donc c'est pour ça que pour l'instant, l'adoption d'un chien n'est pas dans mes plans. Surtout parce que là, comme vous avez pu le comprendre, je suis assez énervée contre le refuge et je n'ai pas envie de réadopter chez eux. Sauf que, en fait, tous les refuges du coin sont comme ce refuge-là, hein, c'est-à-dire qu'ils sont en sous-effectif, ils ont trop de chiens et donc ils galèrent en fait, ils sont dans la galère. Et donc, ils ne peuvent pas bien connaître les chiens et bien nous renseigner finalement quand on veut les adopter, sauf que c'est la base. Moi là, je suis sur le point du coup d'avoir des volailles et donc qui sont des proies pour les chiens, donc il me faut absolument un chien qui soit capable de cohabiter, mais ça ils ne sauront pas me le dire en fait, ils sauront pas me dire si un chien qui a chez eux là, s'il peut cohabiter avec des poules ou des cailles ou quoi, sans avoir envie en fait de défoncer leur enclos, et donc rien que pour ça j'ai pas envie de prendre le risque. Donc là c'était ma deuxième adoption en refuge, mais la première adoption qui était il y a 10-15 ans, et bien c'était dans un tout petit refuge où il y avait qu'une vingtaine de chiens, et donc ils connaissaient chaque chien à la perfection, ils pouvaient écrire en fait un pavé descriptif du caractère de chaque chien, et c'est comme ça que devraient être les refuges en fait, c'est que vous prenez pas un chien à son faciès, vous prenez un chien à son caractère et à la compatibilité de son caractère avec votre lieu de vie. Et là du coup on avait pu choisir un chien parfaitement adapté à notre lieu de vie, et du coup ça s'est parfaitement bien passé en fait, parce qu'il y avait eu ce pavé descriptif, parce que quand on parlait avec eux ils savaient exactement nous dire dans telle situation comment il réagit et tout, parce qu'ils passent tellement de temps avec lui qu'ils le connaissent par cœur. Et sauf que là, je remarque que maintenant, là, en 2026, 2025-2026, là, ces petits refuges, ils sont en voie d'extinction massive. Il y en a de moins en moins. Il y a plein de petits refuges que je suivais il y a 10-15 ans et tout, qui ont fermé depuis belle lurette, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de fonds. Donc, ils peuvent pas. Et donc, maintenant, on a juste que les grosses structures type SPA finalement qui réussissent à avoir un financement, mais là-dedans ils connaissent pas leur chien en fait. Par exemple, il y a un bénévole qui va super bien connaître le chien, mais le jour où vous y allez, il y a quelqu'un d'autre qui vous accueille et cette personne ne sait pas qui connaît bien le chien. Quand il remarque quelque chose, il écrive nulle part, donc personne ne sait ce qui a été découvert sur le chien. Enfin, il y a des problèmes d'organisation clairement qui font que c'est risqué d'adopter chez eux, parce que soit vous avez des problèmes comportementaux que vous découvrez, soit vous avez, comme moi, un chien qui était sur le point de mourir et ils n'étaient pas fichus de me prévenir en fait. Voilà, donc soit ils savaient pas à cause de leurs problèmes organisationnels, soit ils nous l'ont caché parce que ils voulaient qu'on l'adopte quand même. Et ça, pour moi, c'est encore pire. Parce que je suis prête à adopter un vieux chien. Est-ce que vous pensez que si on me dit qu'il va mourir bientôt, je vais me défiler? Non, bien sûr que non. Je vais le prendre, mais au moins je vais pas commencer à faire des plans sur l'année prochaine et tout, ce que je vais faire avec lui et tout, parce que je sais qu'il va plus être là. Et donc ça veut dire que la douleur, le jour de la perte, est moins forte. L'une des douleurs en fait d'une perte comme ça, c'est quand on a fait des projets. C'est du coup la destruction instantanée de tous les projets, tout ce qu'on allait faire ensemble, découvrir ensemble. Tout ça a été réduit à néant d'un coup, et ça contribue aussi psychologiquement à une douleur en fait. Que si je sais qu'il va mourir bientôt, je vais pas faire des plans sur la comète en fait. Sauf que là, on m'a autorisé à faire des plans sur la comète, on m'a même encouragé à faire des plans sur la comète parce que les seules choses qu'ils avaient en tête, c'est les chèvres. Il va tuer les chèvres qu'il y a derrière la maison qui nous appartiennent pas. Hé, bloque-le. J'avais pas un nonos à manger. Justement, il regardait plus le nonos. Ah oui, il y a un grillage maintenant. Allez, viens. Viens, Newton. Viens, Newton. C'est bien, Titi, c'est bien. T'as vu, ça marche, il force pas. Hein. Donc oui, on a construit une clôture, une double clôture pour l'empêcher d'attaquer les chèvres, sauf qu'il est décédé quelques jours après la fin de la clôture en fait, donc ils avaient que ça, la bouche en fait, les chèvres. Les chèvres, et puis attention, faut pas qu'il grossisse trop pour son arthrose et tout. Oui, mais d'accord, mais en fait, il a même pas eu le temps de grossir parce qu'il était sur la fin de vie, quoi. Voilà.
Donc désolée, mais je suis énervée. Je suis énervée là-dessus. Voilà, j'adopterai pas de chien parce que je veux pas me rendre dans ce genre de structure qui ne connaissent pas leur chien. Voilà, j'en ai marre. D'autant plus que c'est parce que je vais avoir des oiseaux là que c'est encore plus compliqué de trouver en fait un chien qui pourra correspondre aux critères que je recherche s'ils ne le connaissent pas. Parce qu'encore une fois, à mes yeux, il est possible de faire accepter d'autres animaux à des chiens de refuge, hein, ça y a pas de problème, mais il faut qu'ils aient le caractère pour. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient soit qu'ils aient un instinct de prédation qui soit faible, soit qu'ils soient très à l'écoute et qu'ils aient en fait une retenue, qu'ils aient un grand contrôle d'eux-mêmes en fait, si vous voulez. Parce que si je prends l'exemple du chien du coup qu'on a adopté il y a 10 ans là, lui il a un très très fort instinct de prédation. Par contre, il est extrêmement à l'écoute et il est énormément sur la retenue. Donc en fait, on a pu le faire cohabiter avec un chat et avec des cochons d'Inde. Parce que tout simplement, on lui a présenté et on lui a bien fait comprendre que ça faisait partie de la famille. Et lui, à partir du moment où il a compris que ça faisait partie du foyer, il était extrêmement dans la retenue et il était même dans la protection. Donc c'est possible, c'est tout à fait possible, mais ça dépend énormément du caractère du chien et il faut le connaître sur le bout des doigts en fait pour espérer que ça fonctionne. Et donc moi j'ai besoin de quelqu'un qui connaît bien son chien, sauf que dans les refuges, non, il n'y en a pas. Sinon après j'ai regardé un peu sur Le Bon Coin, parce que je me suis dit, j'ai regardé un peu sur les petites annonces sur internet de voir s'il y a des gens qui donnent leur chien, mais là le problème c'est que si les gens ils donnent leur chien en général, c'est qu'ils ont fait n'importe quoi avec, hein. Donc je vais me retrouver avec un chien il faut tout reprendre, un chien traumatisé, c'est juste que je saute l'étape refuge et que je vais directement à la personne qui l'abandonne quoi, vous voyez. Et je sais pas si j'avais envie de me retrouver face à face à une personne qui va abandonner son chien, parce que j'en ai vu des petites annonces, hein. Et il y en a beaucoup qui disaient je donne mon chien parce que je déménage. Il y en avait beaucoup de ça. Mais enfin, tu déménages, ben d'accord, ben tu prends ton chien, non? Enfin, c'est quoi cette excuse de merde là? Je déménage, donc j'en veux plus. C'est comme quand on laisse ses meubles en fait, quand on déménage, on vend sur Le Bon Coin nos meubles parce qu'ils correspondront pas à notre nouveau logement. Bah là, ils donnent le chien quoi, voilà. Donc ouais, moi ça m'a dégoûté. Puis aussi comme j'avais expliqué dans la vidéo de présentation de Newton, du coup les gens du quartier là ils m'énervent. Et j'avais fait une vidéo justement où je présente une vidéo avec Newton où je parle un peu plus de ça, donc je sais pas si je la posterai plus tard ou pas, juste pour les informations que ces vidéos là peuvent contenir, parce que j'ai fait des vidéos avec lui. Mais dans tous les cas il y a un chien qui a un collier électrique quand il aboie, il y a plein de chiens qui sont dans leur jardin, ils sortent jamais, voilà, ça me fout le blues. Et donc j'ai pas envie d'aller me promener dans le quartier et tout, et donc si j'ai pas de chien, ça veut dire que j'ai pas à aller à me promener, aller les voir, donc ça me fera moins mal au cœur quoi, hein. Donc je vais passer totalement à autre chose maintenant, puisque je pense avoir tout dit. Mais si on peut partir sur une note bien plus positive, eh bien suite à la perte de Newton, j'ai décidé d'avancer mon projet donc volaille, mon projet poule et caille, en commençant par les cailles. Donc là j'ai des œufs de caille qui sont en incubation et donc ils vont bientôt naître. Et bien sûr je vous montrerai tout ça sur la chaîne. Et les poules ça viendra plus tard parce qu'il faut leur faire leur aménagement extérieur. Là pour l'instant les cailles elles sont beaucoup plus petites, l'infrastructure est moins grande donc on peut la construire plus rapidement. Mais du coup je me suis dit que j'allais commencer avec les cailles, comme ça elles vont rester dans la maison, hein, parce que là il fait beaucoup trop froid en ce moment. Il faudra vraiment qu'elles soient bien adultes et bien plumées pour que je les mette dehors, donc pendant toute leur phase de croissance elles vont rester dans la maison. Et donc ce que j'ai prévu pour les cailles d'aménagement extérieur, c'est qu'on va leur faire en fait une espèce de comment je peux expliquer ça, on va leur faire des espèces de mini volières en fait si vous voulez, qui sont très basses et qui sont directement sur la pelouse pour qu'elles aient un accès extérieur en fait, et qui sont entièrement grillagées, bien sûr même sur le dessous, hein. Pour les prédateurs il faut que ça soit entièrement grillagé, et je dois faire cette structure basse parce qu'en fait les cailles sont tout le temps au sol, hein. Elles sont capables de voler mais elles volent quasiment jamais, elles volent quand elles se sentent en danger, et quand elles se sentent en danger elles ont tendance à sauter en fait et à s'envoler. Et si la volière par exemple fait je sais pas moi 1,50 m de haut, et bien en s'élançant dans les airs pour s'envoler, elles vont se cogner sur le haut de la volière et se faire mal. Donc il faut que la volière soit elle soit très haute, donc elle fasse plus de 2 mètres de haut, soit qu'elle soit très basse et qu'en fait elles puissent juste sauter et elles peuvent pas aller plus loin quoi. Et donc nous on a décidé de faire très bas, ça permet d'avoir beaucoup moins de matériaux à utiliser, hein. Donc ça c'est ce qu'on fera quand les beaux jours arriveront pour pouvoir les passer dehors. Et au début du printemps cette fois-ci on construira un poulailler et je me procurerai des œufs de poule que je ferai éclore du coup, et comme ça j'aurai caille et poule. Et l'objectif étant aussi plus tard d'avoir des canards éventuellement, et bah là ils auront accès à l'entièreté du jardin du coup, puisqu'il n'y aura pas de chien, je n'ai pas de chien ni de chat, donc ils auront accès à tout le jardin. Pas H24 parce qu'il faut laisser la pelouse repousser, ils auront un enclos de base et ensuite accès à tout le jardin, il est entièrement clôturé. Donc voilà, ça a été une vidéo assez difficile à faire pour moi, c'est pour ça que j'ai voulu attendre, hein, que j'ai attendu, que j'avais besoin d'une pause.
Mais là je pense que je vais reprendre les vidéos. Peut-être pas un rythme effréné, le temps que je refasse du tri dans toutes les vidéos que j'ai, ce que je poste, ce que je poste pas en fonction de s'il y a Newton et tout. Et donc soyez pas étonnés si un jour vous revoyez Newton dans une vidéo, c'est parce que c'était une vieille vidéo que j'avais faite et que j'avais envie de poster en fait parce que j'ai pas envie de la mettre à la poubelle. Si en fait dedans je donne des informations intéressantes ou si juste c'est une vidéo sympa quoi, je pense que je la posterai. Mais je préciserai dans le titre que c'est des souvenirs en fait et que c'est pas ce qui se passe actuellement. Et voilà, donc bientôt vous aurez une vidéo sur les cailles. Bien sûr, il y a toujours les vidéos sur les poissons. D'ailleurs, je vais reprendre les vidéos où je parle en fait d'un sujet, les vidéos que je mets dans la playlist présentation réflexion, parce que là avec le déménagement, avec Newton, avec le décès de Newton, voilà, j'avais pas la tête à me plonger dans un sujet dont je parle en fait en freestyle, ça me venait pas en tête là, mais ça va venir. Et puis du coup j'ai mis en stand-by les vidéos où je fais tous mes aquas, mais tous mes aquas sont terminés là ce jour, et donc je vais finir de poster les vidéos où je finis le scape des autres aquariums, et après je ferai une vidéo où je présente tout d'un coup, tous les aquas d'un coup, comme ça on pourra conclure ce chapitre du déménagement et de faire tous les scapes, parce que purée qu'est-ce que c'était long et fatigant. Et j'espère aussi que cette annonce du décès de Newton nous a pas attristé. Moi je pense que vous allez plus ressentir de l'empathie pour moi que de ressentir quelque chose, parce que justement je venais à peine de le présenter sur la chaîne. C'est vrai que si ça fait 3 ans qu'on le voit tout le temps sur la chaîne et d'un coup on le voit plus, ça peut faire comme un manque en fait, ça peut être bizarre. Mais là il y a quasiment eu aucune vidéo avec lui, donc pour vous ça va être anecdotique je pense, alors que pour moi ça m'a vraiment mis un coup quoi. Donc voilà, oui, et d'ailleurs, là, je suis en train de regarder à droite parce qu'il y a une ponte de Pelmato. Les Pelmato que j'ai laissés en couple tout seul, juste à droite de moi, là, ils ont fait des bébés. Là, ils sont en train de poursuivre tout le monde. Et les bébés sont en train de grandir. Pareil, il y aura une vidéo dédiée sur de la naissance jusqu'à la croissance. Donc, je pense qu'ils auront plusieurs semaines de vie. Donc voilà, je suis encore en train de me remettre de la perte de Newt, mais c'est vrai que quand les petits kaito vont naître, déjà je vais être hyper occupée, et puis ça va apporter de la vie, ça va apporter des animaux avec lesquels je peux interagir. Parce que les poissons, c'est chouette, et je ressens quand même quelque chose, notamment les gouramis, là, ça fait quelque temps que je me mets à les nourrir à la main, sachant qu'ils sont très très craintifs, ça me fait chaud au cœur de pouvoir faire ça, mais c'est pas la même sensation qu'un animal qu'on peut vraiment prendre sur soi, caresser, voilà, c'est pas pareil. Sur ce point-là, le chien et le poisson sont à l'opposé extrême, c'est-à-dire que le poisson on a peu d'interactions et le chien on va en avoir beaucoup. Donc les poissons n'ont pas réussi à amortir la perte de Newton, quoi, vous voyez. Et par contre, un autre point qui m'a pas mal aidé, c'est les chèvres. Il y a 5 chèvres naines derrière la maison qui ne nous appartiennent pas, qui sont en fait en pâturage. Et du coup, j'ai passé pas mal de temps à aller les voir et tout. Et vu qu'elles grignotent la haie, elles ont mangé l'entièreté de la haie en fait qui est accessible derrière le grillage qui leur est accessible. Du coup, moi, je viens avec mon petit ciseau et je coupe des petites branches de haie qui sont de mon côté et donc elles peuvent pas manger et je leur donne à travers le grillage, je leur donne à la main et du coup maintenant, chaque fois qu'elles me voient sortir, elles viennent en courant en faisant des bêh. Donc c'est trop mignon. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé aussi à aller mieux, d'aller les voir régulièrement. Et de temps en temps, je leur achète des carottes, puisqu'elles adorent. Bien sûr, j'en abuse pas, parce que c'est sucré. Mais une fois toutes les 2 semaines, elles ont 1 ou 2 carottes et elles se régalent. Voilà, je les gâte un peu, puisqu'elles ont jamais de légumes. Elles ont que l'herbe et le foin, en fait, puisqu'elles sont vraiment en autonomie. Il y a rarement des gens qui viennent les voir. Donc voilà. Ça m'a aidé aussi. Du coup, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt pour la suite des aventures sur Oronimo.